bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on part pour un épisode 3 du tour d'horizon des maisons d'édition manga en France. Je m'excuse par avance si j'oublie votre manga préféré, ne vous sentez pas offusqué. J'ai aussi fait par rapport à ce que moi j'ai lu et par rapport à ce dont j'ai entendu parler par exemple quand je ne l'ai pas lu, enfin voilà. La réputation de telle ou telle œuvre, donc ne m'en voulez pas, j'espère que vous comprendrez et je suis sûr que vous allez comprendre. Sur ce, après cette deuxième fausse introduction, on passe tout de suite à la première maison d'édition. Pika est créé en 2000 suite à la fermeture du magazine Manga Player, qui est le premier magazine de prépublication en France, et de Media System, qui était la maison d'édition qui lui était rattachée. Au début, Pika publiait principalement les œuvres que possédait le magazine de prépublication, donc Manga Player. C'est-à-dire, il y avait 3x3 Haze, 3x3 Haze, en japonais c'est Sazan Heizu. Ensuite, il y a Cardcaptor Sakura, pardon, The Legend of Lemnir et You Are Under Arrest. Dès 2001, le catalogue commence véritablement à s'étoffer avec l'arrivée de grosses séries désormais cultes, comme Lovina, Am I Goddess, GTO ou encore Dragonhead. En 2006, la maison d'édition commence à publier des œuvres qu'elle produit elle-même. C'est notamment le cas par exemple de Dreamland, qui est le premier manga produit par Pika et qui est un franc succès. Manga de Renaud Lemaire, donc un mangaka français. La maison d'édition est rachetée en 2007 par Hachette alors qu'elle était le troisième éditeur de manga en France. Mais le groupe Hachette étant tellement gros que ça ne leur fait pas spécialement peur hein, de toute façon. Comme dans la majorité des maisons d'édition, vous allez retrouver des collections somme toute classiques, à savoir shoujo, shonen, seinen, ça c'est vraiment des incontournables, on les retrouve quasiment partout. À l'heure actuelle, il y a vraiment de très grosses licences chez Pika, comme l'Attaque des Titans, comme GTO dont j'ai parlé tout à l'heure, Seven Deadly Sins, Fairy Tail. Plus récemment, il y a eu The Quintessential Quintuplet, il y a également Eden Zero, il y a également l'Atelier des Sorciers, enfin il y a vraiment de grosses séries chez Pika, c'est vraiment pas un petit éditeur à prendre à la légère. Chez Pika, par rapport à d'autres gros mastodontes du manga en France, il y a quand même un catalogue shoujo qui est conséquent, avec une collection Shoujo Addict qui est qualitative je trouve personnellement. Ils l'ont lancé avec des mangas comme La Courtisane d'Edo, comme Waiting for Spring. Personnellement c'est des mangas que j'avais pu lire lors des sorties de la semaine il y a 2 ans maintenant. Et c'est vraiment des mangas que j'avais beaucoup apprécié. C'était pour moi la première fois que je lisais du shoujo. Et j'ai été très agréablement surpris par le scénario de ces deux histoires. Surtout La Courtisane d'Edo que personnellement c'est vraiment un coup de cœur. Mais vous avez également des titres comme Maid-sama, comme Chihara-furu, comme La Maison du Soleil, comme Yona la Princesse de l'Aube. Il y a vraiment des grosses séries, Close to Even aussi. Et j'en passe, il y a bien d'autres séries encore manga shoujo chez Pika. Les noter c'est juste pas possible. Depuis l'année dernière, ils ont également lancé la collection Sport Addict. Alors là c'est vraiment une collection spécialement dédiée aux mangas de sport. Donc actuellement si vous voyez la vidéo, il y a normalement le top 5 manga de sport numéro 2 qui est sorti. Et dedans je vous parle de 3 œuvres qui font partie de cette collection. Il y a Uchikomi par exemple, il y a Swimming Ace et Full Drum. D'autres mangas viendront par la suite et c'est une collection qui a pour but en fait de montrer la diversité des œuvres de sport dans le milieu du manga, de montrer la diversité des sports représentés, parce que là on parle de 3 œuvres avec 3 sports complètement différents et peut-être à part pour le judo, sinon c'est quand même des sports qu'on voit assez rarement en manga. On trouve aussi chez Pika la collection graphique. Pika graphique, vous avez certainement déjà dû voir passer des formats de cette collection là. On peut la qualifier de collection un petit peu premium de chez Pika, étant donné la qualité scénaristique des œuvres qui sont proposées, le format qui est proposé également, le travail de couverture, enfin c'est vraiment une collection à part avec de grands formats et en général c'est pour eux l'occasion de faire en même temps des intégrales. Donc c'est souvent une grosse pagination avec beaucoup de pages. Le rapport qualité-prix est quand même excellent parce qu'il me semble que ça dépasse rarement les 20 €, si je dis pas de bêtises, je ne veux pas me tromper. J'ai pas tous les prix en tête, mais ça dépasse rarement les 20 € pour vraiment une œuvre qualitative, une œuvre qui se démarque des autres. Et voilà, c'est vraiment une collection à part avec souvent des jaquettes qui sont retravaillées, qui sont vraiment très très belles. Vous allez y retrouver dans cette collection vraiment des pépites, des mangas qui sont parfois assez vieux aussi. Mais vous allez retrouver par exemple Dragonhead, donc dans une édition un petit peu plus prestigieuse. Vous allez retrouver Zero, qui est un manga de boxe. Vous allez retrouver Blue Corner, dont on a déjà parlé dans le premier top 5 des mangas de sport. Vous allez retrouver aussi le Pacte de la mer de Satoshi Kon. Enfin, c'est vraiment des noms référencés du manga qui sont dans cette collection. Et pour finir, vous avez également toute une collection de romans chez Pika, ce qui est fort intéressant si vous avez envie de lire autre chose. Ça change, c'est une manière
un autre support, on va dire, le roman, sans forcément faire de grosses concessions et sans forcément devoir passer par des œuvres qui pourraient nous sembler un petit peu rebutantes de premier abord, comme peuvent l'être les classiques de la littérature ou ce genre de choses. Pour conclure, on a vraiment de quoi se faire plaisir chez Pika, alors n'hésitez pas, vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est vraiment un catalogue de qualité. Maison d'édition numéro 2, nous allons parler cette fois de Kazé qui a été créé en 2009 par le groupe Kazé France, qui était à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, le premier distributeur d'animation japonaise en France. Kazé fait désormais partie du groupe Viz Media Europe qui est détenu en majorité par Crunchyroll et par le groupe Hitotsubashi, c'est notamment le groupe qui possède les éditions Shueisha et les éditions Shokakugan, donc c'est quand même pas rien du tout. Donc je pense qu'on peut dire que Kazé c'est une des seules maisons d'édition, il me semble que c'est la seule maison d'édition en France dont les éditeurs japonais principaux ont une réelle influence et ont des parts directement dans la maison d'édition. Au début, Kazé comprenait 4 collections à son lancement, donc il y avait la collection Shonen Up, la collection Shonen Game, la collection Yuri et la collection Ladies. Ce qui est plutôt étonnant quand même pour voir qu'on était en 2009 qui est une collection Yuri. La collection Ladies, j'imagine que c'était du shoujo, ça me choque pas particulièrement. Mais, enfin ça me choque pas du tout en fait même. Mais le fait qu'il y ait une collection Yuri à l'époque, alors que même maintenant c'est quand même un genre qui se développe mais qui peine à se développer. Le yaoi il marche beaucoup mieux quand même que le Yuri au final. Donc je trouve ça rigolo. Par la suite on est quand même arrivé à des collections très classiques, shonen, shoujo, seinen. Toujours la collection Shonen Up, il y a la collection Kids, il y a également la collection Ultimate qui sont arrivées et la collection Boys Love. En shonen, vous allez retrouver de grosses séries comme The Promised Neverland, comme Toriko, comme Kuroko no Basket. Enfin quand je dis grosses séries, c'est des séries avec quand même de grosses réputations mais qui sont pas forcément très vendeuses en format papier malheureusement, à part pour The Promised Neverland. Vous allez aussi avoir IQ, vous allez également avoir Black Clover, il y a vraiment de très beaux noms dans le catalogue Kazé. J'avais lu Nisekoi aussi, j'avais trouvé ça très bien, très drôle, très prenante l'histoire en 25 tomes. En seinen vous avez également de bonnes œuvres, même s'il y a quand même un petit peu moins de mangas au catalogue Kazé en seinen. Mais vous allez trouver quand même Fire Punch, Rikudo, Terraform Mars qui est une très bonne série également. Vous allez retrouver Suicide Island, ou plus récemment par exemple il y a eu Yagan aussi d'ailleurs. Et j'avoue malheureusement n'avoir jamais lu encore de shoujo du catalogue Kazé, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Cependant, je suis persuadé qu'il y a également de la qualité dans cette collection-là, avec des titres. Là, je vous donne vraiment des titres un petit peu au hasard parce que je les ai pas lus et j'en ai pas véritablement entendu parler, mais je sais que récemment, par exemple, il y a eu Queen's Quality. Il y a également la série Fleur Bleue, Rainbow Days ou Spiritual Princess. Donc ça, c'est quand même des noms dont j'avais déjà entendu parler avant, même si je ne les ai pas lus. Et au total, on va retrouver une quarantaine de séries dans la collection shoujo, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, des œuvres dont j'ai pas parlé avant, mais que vous allez pouvoir retrouver aussi, vous allez avoir Bestiarius, qui est une excellente série qui a l'air absolument, c'est incroyable que ça soit au niveau de dessin, du scénario. Bestiarius, c'est vraiment une très bonne série. Vous pourrez retrouver également la série Ario Alice, qui a su se faire un petit nom, ou encore la série Blue Exorcist, qui a eu une adaptation animée qui est sur Netflix actuellement, donc ça peut être un bon moyen aussi d'entrer par là dans le monde du manga. Et vous allez trouver aussi chez Kazé probablement l'un des plus gros rayons Boys Love pour une maison dite généraliste, puisque là aussi vous avez près d'une quarantaine de références au catalogue. Et habituellement les maisons qui font du Boys Love, enfin les maisons d'édition qui font du Boys Love, elles font principalement que de ça, ou du Boys Love et du Yuri, enfin ce genre d'histoire. Mais c'est rare qu'une maison d'édition classique se lance vraiment pleinement sur ce marché-là, et c'est tout à leur honneur. Encore une fois, vous l'aurez compris, un large catalogue, un très large choix chez les éditions Kazé, avec de grosses séries, des noms ronflants, et je suis sûr encore une fois que vous trouverez votre bonheur chez Kazé. On passe à la troisième maison d'édition qui est cette fois Delcourt Tonkam. La maison d'édition est née de la fusion en 2016 entre les collections de chez Delcourt et les collections de chez Tonkam. Donc ils ont fusionné les deux et toutes les séries se sont retrouvées sous la même enseigne, Delcourt Tonkam. Comme dans la majorité des maisons d'édition, hein, je vous le passe, vous avez le seinen, le shonen et le shoujo. Mais vous avez également la collection Moonlight, la collection Moonlight Novel et la collection Yggdrasil BD. Pour le shoujo, cette maison d'édition s'en tire très bien puisque nous avons ici des séries comme Fruit Basket, comme Kiss Him Not Me, comme Love Under Arrest, comme Nana, Lovely Complex également que j'avais pu voir en animé et que j'avais trouvé excellent perso. Et d'autres séries que j'ai pas eu l'occasion de dire pour le moment, mais déjà on est sur une bonne base en termes de shoujo culte. Enfin pour Love Under Arrest, on est
quand même pas encore dans du shoujo culte, hein, faut pas déconner. Kishimoto Not Me non plus, mais c'est quand même des noms qui ont su se faire une petite place récemment. Au rayon shonen, la maison d'édition a également su se faire un nom avec de très bonnes séries, dont par exemple une série qui a certainement l'une des plus grosses fanbase manga, que ce soit sur Twitter ou sur tous les réseaux sociaux. Je veux bien sûr parler de JoJo. Voilà, si vous cherchez les mangas JoJo Bizarre Adventure, c'est chez Delcourt Tonkam qu'il faut aller. Mais vous avez également Food Wars, la perfecte édition de Hikaru no Go qui est magnifique, la réédition de Maison Ikuku qui est magnifique. Il y a d'autres séries encore comme Yamada and the Set Witches, comme Mix qui est un manga de Mitsuru Adachi. J'adore Mitsuru Adachi, c'est un très bon point qu'il est dans leur catalogue, même si ça se vend pas énormément non plus. Il y a également des mangas comme To Love, comme Love X Dilemma pardon. Donc, enfin, il y a vraiment de grosses séries chez Delcourt Tonkam. Niveau seinen, c'est pareil, vous allez trouver de bonnes références avec par exemple Innocent, Tenya the Evil. Vous allez retrouver pas mal de mangas de Tezuka, vous allez retrouver Gantz, vous allez retrouver Rin, vous allez retrouver Coq de combat, vous allez retrouver également Vagabond de Takehiko Inoue, très bonne série qui est absolument magnifique, genre chaque tome c'est une œuvre d'art. Ou encore des séries au scénario très poussé comme No Control ou World's End Harem. Non, je déconne, ça j'avoue c'était pour la blague, voilà, excusez-moi, j'avais envie de faire un petit trait d'humour. Les collections Moonlight se détachent un petit peu par leur approche différente, puisqu'ici il n'est pas question de genre type shonen, seinen, shoujo, mais plutôt d'émotions. Donc voilà, c'est vraiment des mangas qui sont là pour faire passer des émotions, pour vous faire vibrer. Enfin, toutes les œuvres sont censées vous faire passer des émotions, mais là, c'est vraiment des mangas qui sont censés être poignants, qui sont censés vous retourner un petit peu, des mangas un petit peu à la A Silent Voice par exemple. Des histoires quand même en général plutôt tristes, avec des séries comme Le Prix du Reste de ma vie, comme Derrière le ciel gris ou encore Poison amoureux, non, Parasite amoureux pardon. Et du coup c'était également l'occasion pour Tonkam pour se lancer dans un nouveau domaine qui est le light novel avec la collection Moonlight Novel. Pour l'instant sur le site de Delcourt en tout cas vous pouvez y trouver uniquement la version roman, enfin la version light novel de Parasite amoureux. Mais j'imagine que s'ils ont créé une collection c'est pour le développer de plus en plus par la suite. Pour finir chez Delcourt vous allez retrouver une collection qui est quand même assez ambitieuse je trouve, puisque c'est la collection Yggdrasil BD. Alors, pour donner du sens un petit peu à cette collection, comprendre le pourquoi du comment, je vais vous expliquer ce qu'est Yggdrasil, si vous ne le savez pas, mais comme ça au moins tout le monde sera au courant. C'est dans la mythologie nordique en fait l'arbre lien, ça veut dire c'est l'arbre qui relie tous les univers entre eux en gros. Donc là, le choix qu'a fait Delcourt en fait, c'est de relier les trois gros univers de la bande dessinée entre guillemets, puisque l'objectif c'est d'arriver à travers cette collection de rallier le manga japonais avec la bande dessinée française avec le comics américain. Donc c'est dans les faits je pense assez compliqué de faire un énorme mélange de tout ça, mais pourquoi pas, parce que s'ils arrivent à faire les choses correctement ce serait la première fois qu'on voit ça quand même, et je pense que ça peut donner lieu à des œuvres somme toute très intéressantes. Après voilà, comme beaucoup de projets ambitieux, des fois ça tient qu'à un fil et ça peut, je pense, aussi très vite basculer dans du n'importe quoi. Donc moi je leur souhaite le meilleur et j'ai hâte de voir ce qui va arriver par la suite. Pour l'instant, la seule œuvre qui est au catalogue dans cette collection, c'est Memento Mori. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire malheureusement, mais il y a 3 tomes. Quatrième et dernière maison d'édition au programme aujourd'hui. J'avais prévu d'en faire plus, mais je me rends compte que j'ai quand même déjà pas mal parlé, donc on va s'arrêter là et nous allons parler des éditions Nobinobi. Fondée en 2010 par Alain Dufour et Olivier Pacciani, qui sont deux passionnés du Japon et de littérature jeunesse, les éditions Nobinobi du coup sont plutôt tournées autour de la jeunesse. C'est vraiment la marque de fabrique de la maison, et la maison d'édition démarre très bien puisque en 2013 ils ont même remporté le prix Sorcière, le prestigieux prix Sorcière, qui est décerné tous les ans par un conglomérat de librairies jeunesse et de bibliothèques jeunesse. Donc c'est vraiment un gros prix en jeunesse, c'est un petit peu comme le Goncourt en littérature, donc c'est quand même pas rien. Et l'album qu'il a remporté, c'était La Maison des Petits Cubes. Au fil des années, le catalogue s'est très bien étoffé, comme dans la majorité des maisons d'édition, hein, ça commence tranquillement et ça vient au fur et à mesure. Donc là, vous allez avoir l'apparition de collections Disney, de collections classiques en manga, de la collection Shonen, la collection Kawaii, la collection Shoujo, la collection Grand Nombre de l'Histoire en manga. En Shonen, vous retrouverez des histoires comme Astra Lost in Space,
Blizzard Axel, qui est une autre série de Nakaba Suzuki, qui est l'auteur de Seven Deadly Sins. Vous allez retrouver également des spin-offs de Fairy Tail, vous allez retrouver Goldfish, Iruma à l'école des démons, Little Witch Academia. Il y a vraiment pas mal d'œuvres référencées maintenant dans le catalogue. Bon, évidemment, si vous êtes un fervent lecteur de seinen ou d'œuvres beaucoup plus matures, ça va pas du tout vous parler, ce qui est normal, c'est pas du tout le même secteur qui est visé. Mais sur le secteur jeunesse, il y a quand même de très beaux noms. En shoujo, vous avez des séries comme Shokotan, Flying Witch, Une vie au zoo. J'aime beaucoup le concept des couvertures du manga Shine, puisque en fait elles sont toutes présentées sous forme de magazine. Je trouve ça original et stylé, on a rarement vu ça pour l'instant, donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire, je trouve que c'est un bon point. Après, toutes les œuvres peuvent se lire plus ou moins à tout âge, même si c'est à la base orienté jeunesse, hein, ce qui est la marque de fabrique de la maison d'édition, je le rappelle. Mais la jeunesse, c'est pas la seule marque de fabrique de la maison d'édition, puisqu'ils sont aussi très implantés sur le secteur de l'adaptation en manga de d'autres œuvres. Dans la collection adaptation de classiques de la littérature en manga, vous allez retrouver des œuvres comme Roméo et Juliette, comme Les Misérables, comme Hamlet, comme Alice au Pays des Merveilles, comme Jeanne d'Arc. Il y a vraiment beaucoup de noms, il y a beaucoup quand même de noms de la littérature anglaise, mais pas mal de la littérature française aussi. À titre personnel, je trouve que cette collection est un gros plus pour beaucoup de collégiens, lycéens ou même écoliers qui sont censés lire les classiques à l'école quand on n'a pas nécessairement l'habitude de lire. Se coltiner un gros classique de la littérature, ça peut parfois faire mal aux dents parce que c'est quand même conséquent en général. L'écriture, c'est pas du tout la même que dans un manga. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne alternative et ça peut sauver des vies. Vous avez également la collection Disney avec des œuvres comme Nemo, comme Toy Story, comme Princesse Kilala, des mangas comme Kingdom Hearts, comme Tsum Tsum, qui sont tous plus ou moins inspirés quand même du folklore Disney. C'est plutôt stylé, je trouve, d'avoir ce genre de crossover. Surtout quand on sait que à la base, la personne qui a vraiment démocratisé le manga, c'est Osamu Tezuka, et que Osamu Tezuka était lui très inspiré de Disney, que c'était son modèle. Donc je trouve ça plutôt cool comme avancé dans le temps, on va dire. Et vous allez ensuite retrouver les grands noms de l'histoire en manga. Donc là, c'est pas les grands noms de l'histoire du manga, attention à ne pas confondre. Donc ça va être des mangas sur Napoléon, des mangas sur Mozart, ou encore des mangas sur Cléopâtre et Marie-Antoinette. Voilà, c'est vraiment des noms de l'histoire qui ont été marquants, sur lesquels il y a des choses à dire. Et pour finir, si vous voulez lire des histoires de chats, d'animaux mignons, ça va se retrouver dans la collection Kawaii. Donc vous l'aurez compris, si vous cherchez un manga, une œuvre pour votre petit cousin, votre petit frère, votre petite sœur aussi, hein, parce qu'il faut pas dénigrer toutes les filles, parce que c'est quand même de grosses lectrices en général. Donc si vous cherchez un manga ou une œuvre plutôt jeunesse, ça va être vers Nobinobi qu'il faut se tourner. Je pense que c'est les plus compétents pour vous servir là-dessus. On a parlé de pas mal de choses, on a cité beaucoup de références aujourd'hui, j'espère que vous avez pas trop mal à la tête. Pour ma part, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, j'espère sincèrement que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je m'excuse par avance parce que je pense qu'elle risque d'être un petit peu longue quand même. À la base, j'avais prévu d'en faire que 3 et de m'arrêter après Delcourt en cam, mais je me suis dit que Nobinobi, pour finir, ça pouvait apporter une petite touche d'originalité, de diversité, de fraîcheur. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de retours extrêmement positifs sur cette série de vidéos, ça me touche énormément, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, vous êtes nombreux à m'avoir dit que ça vous avait fait découvrir des œuvres, que ça vous avait fait découvrir des maisons d'édition, enfin c'est vraiment trop cool. Merci à tous et à toutes sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié encore une fois cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ou les deux même si vous voulez, et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.